Bienvenue sur le Processus Talk. Aujourd'hui, on va vous parler une seconde fois de l'échauffement. Évidemment, on va pas faire le même podcast, sinon aucun intérêt. On va juste faire un débat parce que juste avant de s'installer ici avec Nathan, on s'est dit est-ce qu'on ne débattrait pas sur un sujet sur lequel on n'est pas forcément d'accord. Ça vous permettra d'avoir deux visions différentes, mais sans se taper sur la gueule, on va dire, entre grands adultes, pas des clashs sur les réseaux sociaux. Grands adultes, t'as quel âge déjà? Bref, donc voilà, une discussion un peu plus sur nos points de vue, un débat, on n'a pas cadré, ça partira là où ça doit aller. Au niveau place de coaching, etc., de mon côté, pour les trailers qui préparent la saison estivale avec des courses ou tout simplement des objectifs personnels, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux ou via l'adresse email du Processus Talk. Et puis, ce sera avec plaisir que je vous accompagnerai sur votre road to summit jusqu'à atteindre justement ce summit et devenir athlète à summit. Et toi, Nathan, est-ce que tu as des places un peu ou pas en coaching? Moi, il me reste encore quelques places pour du coaching en ligne pour les athlètes qui souhaitent simplement être plus performants dans leur activité et qui rencontrent des restrictions. Voilà, donc j'amène tout ça, la performance par l'outil qu'est le développement articulaire et la mobilité. Et puis, ça tombe bien parce qu'on en parle aujourd'hui dans ce podcast, mais je sors mon programme sur l'échauffement d'ici peu. Je ne sais pas s'il est déjà sorti ou s'il va sortir quand vous écoutez ce podcast. En tout cas, si vous avez un doute, vous avez juste à aller sur mon Instagram qui, comme d'habitude, est dans la bio et vous verrez. L'idée de ce programme, c'est vraiment de vous amener 7 étapes pour optimiser votre échauffement. C'est un truc assez méthodique, mais derrière, vous ne perdez pas de temps, vous ne brassez pas de l'air et vous rentrez vraiment dans votre séance pour performer. Et j'ai vraiment conçu le tout pour que ce soit un truc applicable, peu importe le sport que tu peux faire, que tu fasses du sport en salle, du sport outdoor, que ce soit du sport d'effort long, des sports d'effort court, etc. Okay, donc c'est vraiment, tu auras une recette que tu vas pouvoir adapter à ton contexte et moi je te guide là-dessus et j'ai même pris le temps de te filmer des exemples de routines complètes. Enfin bref, voilà, ça sort bientôt ou c'est déjà sorti, tu peux aller checker ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est que moi j'ai les backgrounds et c'est ultra qualitatif. Hein. Déjà, je te remercie, Gianni. Ouais, c'est vrai que bon, peut-être les gens s'en doutent ou pas, mais mine de rien, sur chaque truc qu'on fait de notre côté, on collabore vachement. On a tout le temps un retour de l'autre. Voilà, exactement. À chaque fois, on demande un avis de l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on fait en fonction de l'autre, mais en tout cas, on s'aide à ce niveau-là. C'est juste, ça nous élève l'un et l'autre, en fait. C'est clair. Et en tout cas, là où on est d'accord, pour rentrer un peu dans le podcast, c'est que l'échauffement, peu importe les personnes que tu vois, et en fait, même, j'ai envie de dire, surtout dans le haut niveau. Ouais, carrément dans le haut niveau. Il est éclaté. Il est éclaté, ok? Il est vraiment éclaté. Et c'est pour ça, ne manque pas ce programme échauffement si tu veux vraiment optimiser tes perfs. Tu t'échaufferas mieux qu'un sportif de haut niveau. Est-ce que c'est pas la classe? Ouais, c'est vrai. Honnêtement, j'ai pas de doute là-dessus et je dis pas ça avec arrogance. Non, mais puis, on va pas vous spoiler tout non plus le programme que tu as sorti, mais... Enfin, moi personnellement, je connais peu de personnes qui s'échauffent comme ça. Non, il n'y en a pas beaucoup. Je le pratique avec les personnes avec qui, les personnes que j'encadre. Ils ont tous la même réaction. Waouh, c'est assez court, mais c'est largement suffisant et je me sens bien plus prêt que si je prends ma kettle, je fais 3 strict press, 3 squats, 10 burpees, tu vois. Ouais, c'est ça. En tout cas ouais, moi, ce que je garantis, c'est que si tu suis toutes ces étapes de ce programme d'échauffement, tu te sens prêt, quoi. T'es prêt à, voilà, exactement, c'est le mot. T'es prêt, en fait, t'es prêt à performer quasiment à ton max. Non, mais à ton max de l'effort du jour et surtout sur ton premier bloc d'entraînement, t'es là, quoi. Ouais. T'as pas besoin de... T'auras pas cette série en mode oh, je suis pas sûr d'y arriver parce que je suis pas chaud, ou alors cette série numéro 1 elle était plus dure que la série numéro 2 parce qu'en fait elle a fait office d'échauffement, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est tout de suite, tu peux rentrer dans le vif du sujet. Donc voilà, c'est un truc... payer le programme de Nathan. c'est pour optimiser ton échauffement et bien évidemment là-dedans j'inclus l'articulaire parce que c'est ça mon cheval de bataille. Pourquoi du coup, on a fini le plug là. Ouais, fini la petite promo. Pourquoi est-ce qu'on veut parler d'échauffement? On s'est dit qu'on allait en parler. En fait, simplement parce qu'on est
pas tout à fait d'accord. Et on va débattre en fait là-dessus aujourd'hui. On ne sait pas du tout combien de temps ça va durer. Pour ceux qui me suivent, vous avez sans doute vu mes stories sur les réseaux. J'en ai fait un paquet où j'ai mis en avant mon opinion. Et mon opinion, c'est que l'échauffement ne sert pas à prévenir la blessure chez les sportifs. Et en fait, c'est un mythe, selon moi, qu'on a entendu pendant des années. Et donc, ceux qui ont suivi les stories, vous avez déjà des éléments de réponse de pourquoi je pense ça. Et puis, des gens qui m'ont répondu l'inverse et que je leur ai expliqué mon point de vue. Ce qu'on va faire aujourd'hui, en fait. Exactement. Donc, voilà, il y en a qui auront déjà eu un petit aperçu. Mais vas-y, du coup, moi, je me suis beaucoup exprimé sur ce sujet-là sur les réseaux. Donc, je te laisse démarrer. Non, en réalité, on n'est pas à 100% en désaccord. Non. Moi, je comprends totalement ton point de vue. Et c'est juste, je pense, c'est les termes utilisés qui sont faux ou qui sont pas définis de la même manière des différentes parties, des différentes visions qu'on peut avoir. Déjà, moi, j'aime pas le terme prévenir. Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire, parlons de prévention de blessures. Déjà, rapidement, ceux qui ont écouté le podcast avec Kevin, vous savez ce que c'est que la prévention. Voilà. En une phrase. En fait, moi, je trouve que prévenir, ça n'existe pas. En gros, si tu préviens les blessures, c'est tes devins. Il n'y a pas de prévenir la blessure, tu mets toutes les armes de ton côté pour espérer que ça n'arrive pas. Si tu dois te blesser, ça arrivera. C'est ça. Enfin, selon moi, il n'y a pas photo. Parce que combien de fois c'est arrivé que t'as mal au genou, t'as mal à la cheville, t'as mal à la hanche, on va travailler un peu plus spécifiquement sur la cheville, le genou ou la hanche, et bam, tu te fais mal au bas du dos. Ou même aux chevilles, au genou à la hanche. Au genou à la hanche, exactement. Mais en gros, tu mets des armes de ton côté, tu essayes de faire le mieux pour être prêt et pour que ton corps soit préparé aux efforts que tu vas lui imposer. Mais par je ne sais quelle raison, tu peux te blesser parce que comme on vous l'a déjà explosé plein de fois, la douleur, la blessure est multifactorielle. Donc tu as beau faire tout ce que tu veux à l'entraînement, si psychologiquement ça va pas bien, peut-être que tu auras quelque chose… tu as plus de chances de tu as une douleur qui ressort ou tu as plus de chances de te blesser. En fait, moi j'aime bien voir ça comme un peu un vase qui est à moitié rempli, à moitié vide, appelle ça comme tu veux, mais qui est rempli à une certaine dose. Et en gros, quand ce vase il déborde, c'est à ce moment-là où tu as le risque le plus important de te blesser. Ouais, le plus de chance. Plus de chances de te blesser. Chance entre guillemets. Hein. Ouais, voilà. C'est pas trop de la chance, je me suis fait un croisé, mec. Mais tu sais que j'ai déjà entendu des gens dire ça et moi je suis de cet avis-là. Des fois, je pense que la blessure, c'est vraiment une chance pour apprendre. Ah bah pour moi… C'est un facteur de développement et d'expérience en fait. On en a déjà parlé dans ce podcast. Mais au final, toi ton business repose là-dessus. Enfin, la base du fait de pourquoi tu es préparateur physique, c'est un peu la blessure qui t'a… ça t'a remis les idées au clair et t'as essayé de faire plein de choses par toi-même et tu partages maintenant. Ça m'a poussé, ça m'a forcé à apprendre et à sortir de ce que je connaissais. Donc tu vois, moi je pense que déjà, on s'écarte du sujet, mais si t'es blessé, ne t'apitoie pas sur ton sort. Non, il y a plein de choses à faire. Et tu peux venir nous voir, on a des places en coaching. Ouais, mais il y a tellement de choses à faire. Enfin, tout de suite, tu penses que c'est la fin de ton sport, c'est la fin de tout. Mais on est tous dans le même cas, hein. Nous les premiers. Hein. Moi, un moment où tu te fais mal, niveau psychologique, c'est pas fou, c'est chiant. Mais je t'assure qu'il y a plein de chemins à prendre et plein de choses à tester. Une expérience que tu vas construire derrière et le jour où tu iras mieux, tu auras plus mal et que tu feras des choses plus difficile que ce que tu faisais avant ta blessure, tu vas dire ah ouais, j'en étais là et maintenant j'en suis ici. Donc si tu es blessé, bravo à toi. Mais pour en revenir à l'échauffement, du coup déjà une phrase pour dire ce que c'est qu'aujourd'hui la prévention de blessure, puisque tu viens de le dire, on ne prévient pas la blessure. Voilà, aujourd'hui on mitige la blessure. Ça veut dire que puisqu'on ne peut pas l'éviter, tu te blesses, mais la blessure que tu te fais est moins grave que ce qu'elle aurait pu être. Donc ça veut dire que restons sur le genou, au lieu de t'être fait un ligament croisé, tu as peut-être juste une douleur au genou, ton genou qui va un peu gonfler pendant peut-être quelques semaines, mais au bout de 2 semaines, tu fais le taf nécessaire, il n'y a plus de douleur et basta, c'est fini. Bonjour. Donc voilà ce que c'est qu'aujourd'hui la prévention de blessure, c'est de la mitigation, donc réduire en fait la gravité de la blessure si elle arrive. Et surtout, la chose qu'il faut retenir, c'est s'armer. Il faut s'armer.
et que ton corps soit prêt. J'aime bien la phrase de, je sais pas qui c'est qui a dit ça, mais en gros, qu'il n'y a pas d'exercice dangereux ou de choses trop complexes, il n'y a que des corps mal préparés. Ouais, c'est ça, ouais. C'est la réalité. Donc, ce qui nous amène à notre échauffement, on nous a longtemps dit que l'échauffement permettait de prévenir la blessure. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Ouais. Je suis pas d'accord avec ça. Pourquoi? Déjà, pour la première raison, quand tu vois comment les gens s'échauffent, Oui. regardez comment les sportifs et sportifs de haut niveau s'échauffent. C'est pas avec ça qu'ils vont prévenir quoi que ce soit, ok? Alors après, j'ai fait un exemple dans un post il n'y a pas longtemps où on m'a dit ouais, ok, tu dis qu'elle s'échauffe mal, mais en attendant, cette haltérophile, parce que je critiquais l'échauffement d'une haltérophile. Une haltérophile pro. Elle est, je sais pas, championne d'Europe et puis elle participe aux Jeux Olympiques, tu vois. Donc, je suis pas en train de dire qu'elle n'est pas performante, je suis en train de dire que son échauffement pourrait être mieux que ça. Et du coup, en fait, j'ai envie que tu t'exprimes là-dessus, sur c'est quoi ton avis sur l'effet préventif, s'il existe, de l'échauffement? S'il existe. Alors déjà, je trouve que c'est intéressant que tu prennes l'exemple d'un sportif de haut niveau et que tu dises je suis pas d'accord avec son échauffement, parce que ça enlève déjà l'un des plus gros mythes qui est que les sportifs de haut niveau font tout parfaitement. Non mais c'est réel, mais c'est de la psychologie humaine. Là, tu vois ton joueur préféré faire telle ou telle chose ou utiliser tel ou tel outil, tu as envie de faire pareil parce que tu te dis c'est le meilleur s'il performe comme ça, il doit y avoir une raison, il faut que j'utilise cette chose-là. Tu vois que Kylian Jornet, il a acheté la dernière montre Garmin pour avoir sa fréquence cardiaque. Tu vas faire mais si tu as écouté le podcast d'avant, tu sais que la montre, ça pue la merde. T'achètes pas. Et pourtant, Kylian Jornet, il dit tu as la fréquence cardiaque intégrée à la montre. Mais ça ne fonctionne pas. Bref, mais du coup, il y a ce point-là qui est ultra intéressant de prendre les athlètes de haut niveau et au-delà de l'échauffement, c'est sur l'entraînement et les outils en général. J'écoutais un podcast là sur le syndrome fémoro-patellaire avec Training Therapy où en gros il disait que le tape, maintenant c'est prouvé, qu'en gros ça a des effets positifs mais on ne sait pas pourquoi. Il n'y a aucune étude qui montre qu'en gros le tape fait cet effet qui crée telle chose positive et qui réduit la douleur. Ça rend pas plus fort, c'est pas. C'est du passif déjà. C'est pas un bout de tissu collant qui va faire que ta rotule reste bien dans l'axe et que du coup t'as pas de douleur. Donc ouais. Et du coup eux ils en venaient au truc de on ne sait pas pourquoi. Mais s'il y a des bénéfices, je l'utilise quand même, mais je préviens le patient de voilà. Et en gros, ils avaient eu affaire à des patients où ils disaient qu'en gros le mec venait, il disait mais moi j'ai vu Rafael Nadal avec ça. Je veux faire pareil. Voilà. En gros, et ça je trouve que c'est déjà un énorme mythe qui est dégommé parce que tu t'attaques à l'élite. Donc c'est déjà bien de ta part de ne pas avoir peur de t'attaquer. En gros tu mets ça, tu dis les gars je suis désolé c'est une athlète pro. Moi, mon métier, c'est préparateur physique, donc on a deux métiers différents. Et je vous dis que ce qu'elle fait, c'est pas forcément optimal, voire c'est pas du tout productif. Ouais, alors après, là où j'ai été vigilant, c'est que je pense en effet que c'est pas optimal. Mais dans un contexte de compétition, c'est pas le moment de changer ta routine de. Ouais, totalement. Et ça, tu l'as déjà bien dit dans tes stories. Mais parce que voilà, elle est là pour performer. Elle est sur le plateau d'échauffement. Elle ne va pas changer toute sa routine. Elle doit faire le truc qui est automatique, qui fait que mentalement, elle va être conditionnée et prête à aller lifter la plus grosse barre qu'elle peut sur le plateau de compétition. Donc là-dessus, je ne l'enlève pas. Par contre, est-ce qu'on peut faire mieux? Moi, je pense que oui. En tout cas, sur le côté préventif de la blessure, moi, je vais vous dire pourquoi je pense que l'échauffement ne prévient pas la blessure. Simplement parce que si vous avez déjà écouté les podcasts où on parle de la blessure, elle arrive quand les contraintes que tu places sur un tissu, une structure, elles sont supérieures aux capacités de cette même structure. Donc en gros, ça veut dire que dans la chaîne du mouvement, tu as un maillon qui va avoir trop de contraintes et donc ce maillon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va céder. Et trop de contraintes, on l'a déjà dit plein de fois, mais ça peut être soit trop de contraintes parce qu'il est vraiment trop faible, du coup le jour où il prend des contraintes, il pète, soit à l'inverse, il est super fort parce qu'il prend toutes les contraintes, mais au bout d'un moment, il va plus tolérer toutes les contraintes. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. La blessure est multifactorielle, Gianni l'a dit, mais
à un moment, la conséquence de la blessure, elle est mécanique. Je veux dire, si tu as une blessure, c'est que mécaniquement, physiquement, tu as un maillon qui est rompu, ok? Un ligament qui a sauté, un muscle qui a sauté, un tendon, bref, ce que tu veux. Donc, pour rendre ce tissu plus résilient, ce maillon plus fort pour que la chaîne au global soit plus forte, pour moi, il faut y dédier du travail spécifique et du travail qui va générer des adaptations. Et pour qu'il y ait des adaptations, il faut qu'il y ait de l'intensité et puis un certain volume, un certain temps sous tension et une certaine fréquence pour que ce maillon, petit à petit, il devienne plus fort, plus résilient et que du coup, pas qu'il prévienne la blessure, mais qu'il soit en tout cas plus armé face à la blessure. Et peut-être que sur le même choc, là, les mêmes contraintes, il va pas céder. En fait, on en revient au développement à comparaison du maintien. C'est ça. Et donc, la même chose. C'est très bien que tu dis ça parce que, pour faire simple, l'échauffement, c'est pas du développement. C'est aussi simple que ça. Ouais. Pour moi, l'échauffement, c'est un truc qui va te permettre d'optimiser ta performance. Et j'ai déjà des contre-arguments à mes arguments-là et on va voir si tu me les sors. Et sinon, je les sortirai moi et j'essaierai de me contre-argumenter dans l'autre sens. Ouais, mais c'est ça qui est intéressant. Parce que j'ai vraiment retourné le truc dans tous les sens. Et moi, je me suis dit non. Ah, mais si en fait. Non, mais non. Ah, mais si. On est tout le temps comme ça. Et en fait, réponse simple, non, parce que c'est pas du développement. Ok, non, parce que c'est pas du développement. Et moi, c'est là où je suis pas forcément d'accord. Alors après, je remets vraiment la faute sur la nomenclature. Pour moi, c'est le terme prévenir qui est pas bon déjà. Mais selon moi, c'est pas la dose minimale effective, mais la dose minimale tout simple. Dose minimale effective, c'est pour maintenir. Et la dose minimale, c'est que déjà, selon moi, si tu fais ton échauffement mal, si tu le fais correctement, il y a potentiellement un pourcentage de chance, pas de chance, un pourcentage que tu développes quelque chose. Vu que tu n'as jamais été exposé à ce genre d'échauffement ou à ce genre de contraintes, peu importe l'exercice que tu fais dans ton échauffement, potentiellement tu vas développer quelque chose. Alors certes, ça a ses limites parce qu'au bout d'un moment, si ton échauffement il dure 25 minutes, c'est plus un échauffement, mais ça peut devenir du coup un développement. C'est une séance. Voilà, c'est une séance. Mais en gros, pour moi, l'échauffement, c'est pas l'échauffement en lui-même qui va, entre guillemets, prévenir la blessure. C'est la répétition de ton échauffement. C'est-à-dire Saverio, si nous écoute, il est pour toi celui-là. C'est-à-dire En gros, c'est que un échauffement comme ça, en gros, si tu pars du principe que tu fais cet échauffement pour la première fois et que c'est cet échauffement qui va faire que tu préviens ta blessure, à mon avis, tu te trompes vraiment. À mon avis, tu te trompes vraiment parce que, comme tu l'as dit, l'échauffement est là pour optimiser la performance. Sauf que si tu répètes cet échauffement dans le temps, de manière régulière, avec un petit peu d'intelligence sur tes points faibles, okay, sur tes déficits, potentiellement, cette dose minimum que tu vas faire va potentiellement développer certaines choses ou, une fois que tu les as développées, va les maintenir. Ce qui fait que au lieu d'oublier ces choses que tu n'utilises pas, parce que le corps, tout ce qu'il n'utilise pas, il l'oublie. Il le perd. Ouais. Il le perd, tout simplement. Ça s'appelle l'entropie. Donc, tout ce que tu n'utilises pas, tu le perds. Donc, ça te permet de... En fait, je pense que l'échauffement, nous, on a dit mitiger, c'est s'armer. Mais je pense que l'échauffement, il permet de ne pas se désarmer. Ah, c'est intéressant. Ça renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que l'échauffement, s'il est bien fait et que tu suis les 7 étapes que je te donne dans mon programme, ok, déjà c'est ça la condition, c'est qu'il faut qu'il soit bien fait avec la bonne intention, les bons exercices, la bonne intensité, faut qu'il soit bien etc. fait. C'est que les 7 étapes que moi je vais donner dans ce programme échauffement, je pense que, et on se l'a dit tout à l'heure, si c'est un débutant qui le suit, il y a des chances pour qu'il développe de la mobilité. Ouais, de la mobilité. De la mobilité et que du coup, donc mobilité c'est contrôle moteur, force, souplesse. Donc je rentre pas plus en détail là-dessus, mais donc ça veut dire qu'il va être un peu plus fort au niveau de son articulation, un peu plus résilient. Chez un sportif plus expérimenté, de plus haut niveau, je pense que si cet échauffement-là va te permettre de maintenir peut-être tout ce que tu as pu construire. Mais pour moi, tu ne fais pas du développement et donc ce n'est pas ça qui va
prévenir la blessure, c'est pas ça. Et quand je dis prévenir, maintenant, vous l'avez compris, je parle au sens mitigé. C'est pas ça qui va mitiger la blessure. Donc du coup, en fait, au final, si on peut en tirer des toutes petites conclusions de ce qu'on vient de dire là, c'est que ça va dépendre un petit peu de ton niveau. Si tu es quelqu'un de déjà très expérimenté, potentiellement tu vas rien développer, tu vas maintenir et te préparer à performer. Et si à l'inverse, tu es débutant et que tu n'as jamais eu de routine d'échauffement qui sont faites de la bonne manière, eh ben, tu as un gros pourcentage de chances de développer de la mobilité, de développer de la force ou d'exprimer tout simplement ta mobilité. Et du coup, sportif de haut niveau, bah, il maintient, il ne développe pas, mais la personne qui ne s'est jamais bien échauffée ou le sportif lambda qui travaille sur ses points faibles peut commencer à développer un minimum et au bout d'un moment, bah, logiquement, ça va plus… Tu parles encore. Bonjour. Je parle encore, ouais. Tu vas bien? Ça va et vous? Ouais. Ah, tu fais un film? Ouais, un petit film, un podcast. Un podcast, enchanté. Doucement, là. À bientôt. Bonne journée. Donc, je disais qu'en gros, l'athlète de haut niveau va potentiellement maintenir. C'est pas potentiellement, c'est sûr, il va maintenir en fait. Il va rien développer. Ça, je suis 100% d'accord avec toi, qu'il n'y a pas de développement. Ou alors, il travaille vraiment sur ses points faibles, mais s'il a une séance pull-up et que le gars, il sait qu'il est faible du genou et qu'il s'échauffe sur le genou, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de prévention, il n'y a pas d'optimisation. Est-ce que du coup, tu penses que même si ce sportif-là, il fait du maintien, est-ce qu'il prévient, est-ce qu'il mitige le risque de blessure si elle arrive? Oui, parce qu'il empêche de se désarmer. Ah ok, dans ce sens-là. Pas dans le sens où il développe, mais dans le sens, en gros, pour moi c'est un continuum. Continuum début du continuum, pardon, c'est tu n'as rien. En gros, ton corps, il y a oublié parce que tu ne l'utilises pas. Continuum numéro 2, enfin la suite du continuum, pardon, c'est tu as développé un minimum et tu as acquéri quelque chose. D'accord? Et sur la suite du continuum, tu viens développer, vraiment tu viens pousser à l'extrême. Et en gros, moi, l'échauffement, il te permet de rester au milieu, voir si tu es débutant, de pousser un petit peu. Mais si tu es expert, il te permet de, en gros, t'es froid, entre guillemets, bah, tu vas pousser à ce maintien que tu as l'habitude de faire, tu vas exprimer quelque chose. D'accord? Et si tu es débutant, tu vas potentiellement développer ce quelque chose. Mais pour l'athlète expérimenté, la personne qui s'entraîne régulièrement et qui pratique l'activité physique, on va dire 3-5 fois dans la semaine, et au final, cet échauffement, il t'empêche de venir oublier ce que tu n'utilises pas. Parce que tu vas quand même utiliser quelque chose. Donc de façon plus claire, ça veut dire qu'il t'évite de perdre en force, il t'évite de perdre en tissu, on va dire, pour rester plus fort et résilient. Okay, il t'évite de perdre de la matière et des qualités physiques. J'entends ce côté prévention dans le sens maintien. Parce que du coup, ça veut dire que, pour l'imager très simplement, c'est que tu es capable de squatter 100 kg, et en faisant cet échauffement, tu continues d'être capable de squatter 100 kg. Voilà, c'est ça. Par contre, tu n'es pas prêt à squatter 110 kg. Et c'est exactement ça. Et en fait, c'est là où… et les gens le pensent comme ça. Pour le coup, les gens pensent que si tu t'échauffes, tu vas potentiellement squatter plus lourd. Ouais, c'est ça. Voilà. Et comment dire? En fait, j'entends cet argument-là, mais, tu vois, il y a un mais, c'est que la blessure, elle arrive toujours… En fait, tu ne sais pas quand elle arrive. Elle est toujours, impossible de savoir. Elle est toujours impromptue. Et je ne sais pas si c'est le long terme. Mais en tout cas, c'est que du coup, tu n'as pas cette marge de sécurité dont on parle. Et en fait, c'est ça pour moi la vraie prévention de blessure. Donc oui. le côté préventif dans le sens tu maintiens, ok, c'est vrai, mais si tu te blesses quelque part, c'est que ce n'est pas suffisant. Et le but d'un athlète, d'un sportif, c'est de performer, mais c'est surtout de perdurer dans le temps parce que on sait que tu ne performes pas du jour au lendemain et peut-être que performer, atteindre ton pic de performance, ça va te prendre des années. Et donc pendant ces années d'entraînement, tu vas mettre ton corps, tes articulations à rude épreuve. Et donc, il faut faire le taf préventif, le taf de renforcement des maillons spécifiques de cette chaîne. Je te coupe parce que j'ai un truc en tête, mais en gros, en fait, tout simplement, si tu devais choisir entre ton échauffement ou ta séance, on va dire que si tu enlèves l'échauffement, tu peux développer quelque chose, donc t'armer face à la blessure. Ouais. Mais si tu enlèves ta séance, mais que tu gardes ton échauffement, tu peux pas développer.
Ok, tu t'arrives déjà à ce que je voulais parler par la suite. Mais en fait, est-ce que pour autant, tu peux pas inclure du développement dans ton échauffement? En gros, c'est ça la question. Ouais. Eh Ouais. La réponse, c'est oui, tu peux. Oui, mais, tu peux, ça c'est sûr. comme je l'ai dit tout à l'heure, et je pense que tu es d'accord avec ça, c'est que pour faire du développement, il y a pas de pour faire secret. du développement, c'est de l'intensité et du de temps la- sous tension. Et de la fréquence. Et Totalement. donc, ça veut dire que si tu mets de l'intensité, il faut que tu acceptes de sacrifier une partie de tes ressources, parce qu'elles ne sont pas illimitées, ok? Il faut que tu acceptes de sacrifier un peu ton énergie, qui fait que du coup, dans ta séance d'entraînement, tu vas être un peu moins performant. Donc ça veut dire un peu moins performant, ça va être, si je prends l'exemple de la salle, parce que c'est des charges et du coup les kilos ça parle à tout le monde, peut-être que au lieu de soulever 100 kilos au squat, vu que j'ai fait un peu de développement pour mes hanches et mes genoux avant, je vais squatter peut-être que 90 kilos. Ou alors, ça peut être au lieu de faire au lieu de faire 3 séries, je vais garder la même intensité, donc je vais garder mes 100 kilos, mais je vais peut-être faire que 2 séries, voire même une. Donc, à mon sens, c'est ça. Tu peux rajouter du développement dans l'échauffement, mais du coup, c'est plus de l'échauffement. Ça va te taxer. C'est que tu intègres des séances de travail, de développement articulaire sur des tissus spécifiques dont tu as besoin ou des tissus qui sont exposés à des contraintes trop importantes dans ton sport. Enfin, je veux dire, si on fait un peu un peu d'épidémiologie, tu vois que par exemple dans le football américain, il y a beaucoup de ligaments croisés. Bon, ça veut peut-être dire qu'il faut quand même faire du taf autour du genou. Tu regardes dans le football, il y a beaucoup de déchirures aux ischios. Ça veut peut-être dire que les ischios, ils sont quand même mis à rude épreuve dans le foot, donc c'est peut-être important de travailler dessus. Ok? Une fois que c'est les red flags en fait. Oui. Une fois que tu as identifié ça, tu peux caler des séries de développement entre tes séries de travail d'échauffement. Ok, ça fait sens? Ouais. Donc Mais là, du coup, ton échauffement, il devient plus long. en fait, il devient plus long. En fait, au final, non, c'est le même volume. En termes de temps, il prend plus de temps parce que tu as calé du travail, Oui. tu as calé des séries de développement. Oui. Est-ce que je donne un exemple? Je vais donner un exemple pour que ce soit plus clair. Par exemple, tu vas faire une séance où tu vas travailler le haut du corps. Okay? Ton lift principal, ça va être des tractions. Okay? C'est simple. Et tu veux faire du travail préventif sur tes ischios parce que tu sprints. Okay? Tu vas faire le travail. Tu vas faire donc ta mobilisation articulaire au niveau de l'épaule, du coude par exemple, même des omoplates. Et puis hop, bam, après ça, je cale une série de travail spécifique sur mes ischios. Ok, je fais qu'une seule série ou un exercice spécifique. Bam, je reprends mon échauffement sur le haut du corps pour me préparer aux tractions. Bam, je recale une série de développement sur mes ischios. Bref, et ainsi de suite. Après, quand il dit développement, tu parles de développement articulaire là. Tu vas pas te caler une série de leg curl ultra lourd en plein milieu de ton. Ouais, articulaire ou en tout cas de tissu conjonctif. Ouais. Mais le tout est lié en fait. Oui. Tout est lié. Mais oui, exactement. Ouais, j'étais peut-être pas suffisamment assez clair là-dessus. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu ça. vas pas faire C'est ta de première l'articulaire. étape globale au niveau des épaules, puis partir sur 3 séries de 10 au deadlift, puis revenir sur ton. Non, ça n'a pas de sens de faire ça. Voilà. Ça n'a pas de sens de faire ça. Donc, ouais, bien sûr. T'as autre chose à dire? Non, pour moi, ça me paraît assez clair. Mais du coup, la question de si tu enlèves l'échauffement ou enlèves la séance. En fait, ça va. En fait, si tu mets une séance d'articulaire avant ton entraînement, pour moi, c'est bon, t'es chaud pour rentrer dans ta séance après. Ouais, et en fait, ça dépend aussi de quel est le focus de la séance. Parce que, tu vois, moi j'ai testé là ces derniers temps. Ça dépend quel est le focus de la séance. Si tu commences par ton lift principal, on va dire ta traction. Ouais. Et que derrière tu veux développer quelque chose, que ce soit ta mobilité ou j'en sais rien, on va dire tu vas développer ta mobilité derrière, ta traction aura un impact sur la mobilité que tu veux développer derrière, d'un point de vue nerveux, d'un point de vue fatigue générale et tout. Alors que si tu mets ta mobilité avant, tu vas pouvoir développer ton articulaire avant la traction et automatiquement l'énergie que tu as mis dans le développement articulaire va pomper ta traction. Mais en plus de ça, je suis d'accord, mais en plus de ça, des fois même pas. Des fois même pas. Des fois, en plus de ça, tu vas même pas être moins performant
sur ton lift principal. Des fois même pas. Ouais. Et on parle de lift de travail en salle, mais ça marche pareil si tu t'entraînes à faire du volleyball, du trail, ce que tu veux, ça marche pareil. Oui, parce que là, on a beaucoup parlé de la préparation physique, enfin d'un échauffement pour de la préparation physique. Ou en tout cas une discipline de salle. Voilà, une discipline en salle, musculation grossièrement. Mais pour des échauffements à l'extérieur, comme on l'avait fait sur le podcast sur l'échauffement, et comme on l'avait bien dit, il y a plein de choses que tu peux reprendre. Après, c'est juste à adapter au contexte. Pour moi, tu reprends les mêmes étapes, mais c'est juste ce que tu fais dedans, comme drill spécifique. Exactement. Et il y a un truc que je suis 100% d'accord avec toi. Par exemple, sur un échauffement en trail, tu as 4 intervalles de 8 minutes à faire à telle intensité. Ouais. Et que tu veux t'échauffer, bah pour moi, il n'y a aucun moment, là pour le coup, en sport outdoor, il n'y a aucun moment où tu préviens la blessure. Pour moi, c'est juste de l'optimisation de performance. Pourquoi ? Bah oui. Parce que il suffit que, comme David, tu arrives 5 minutes avant le début de ta course, ouais. Bah tu vas pas dire oh non mais attendez, je vais m'échauffer 30 minutes. Tu vois bien, tu vas partir à froid et puis voilà, c'est parti. Et puis au final, peut-être que d'un point de vue cardiovasculaire, tu vas tout de suite être dans le dur parce que tu n'es pas chaud, mais d'un point de vue ça va ça va se mettre en place progressivement. Mais d'un point de vue ostéo-articulaire, ton intensité elle est moins élevée qu'à la salle. Ouais. Parce que, à part si tu pars sur un 5 km, quoi, où là c'est de la haute intensité. Et encore, c'est pareil, tu es tout le temps à des valeurs sous-maximales. Tu vois ? Je pense qu'en gros, si tu veux t'échauffer pour du sprint, un échauffement en plusieurs étapes va être encore de la prévention, entre très gros guillemets, parce que tu vas optimiser ta performance pour un effort maximal, mais tu vas aussi maintenir ce que tu veux maintenir. Alors que pour un effort de 15, 20, 30 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, 3 heures, tu seras tout le temps sur des vitesses maximales. Tu vois ce que je veux dire ? Ok. Tu seras tout le temps sur des vitesses sous-maximales. Donc en gros, l'intensité sera inférieure. Donc tu n'es pas obligé de pousser ton échauffement comme si tu allais partir sur un truc à bloc. Ouais. Est-ce que ça te fait sens ou pas ? Ouais. Ou pas du tout ? Si, je comprends ce que tu veux dire. Tu vois, selon moi, un échauffement en salle, que toi on vient d'exprimer et que tu vas vendre dans ton programme, tu peux très bien le faire pour une séance de sprint ou pour une séance de réitération de sprint à très haute intensité. Ou pour une séance de longue durée où le schéma, et pour moi, il fonctionne. Pour moi, le schéma, il fonctionne. Ouais, mais pour une séance de longue durée, genre tu fais 3 heures de basse intensité dans la montagne, honnêtement, moi je perds pas mon temps à faire 15 minutes avant. À la limite, mais en fait tu peux aussi te dire que ouais, c'est vrai qu'en fonction de l'intensité, je pense que tu peux adapter ces 7 étapes. Peut-être que tu vas pas reproduire les 7 étapes, tu les connais les 7 étapes. Et ouais, je laisse un peu de suspense pour que vous achetiez ce programme, ok ? C'est pour vous. Il faut acheter. Mais en tout cas, tu peux très bien garder juste la partie articulaire et ensuite directement partir. Parce que c'est vrai que j'entends que tu vas faire 3 heures en montagne, de la basse intensité. Tu n'as peut-être pas besoin d'autant stimuler tes tissus profonds, ton système nerveux, à décharger autant. Alors, en gros, moi je vois ça comme des curseurs. Mais parce que c'est ça en fait, c'est que tu n'as pas besoin de placer le curseur à 100%, alors que toi ce que tu vas faire c'est du 50%. Non, ouais, mais c'est surtout des curseurs de système. En gros, sur de la basse intensité, même si c'est de la basse intensité, tu vas être plutôt sur de la physiologie, de l'énergétique. Ok ? Ouais. Et le système ostéo-articulaire, le système nerveux, tout ce qui est tissu profond, va être utilisé certes, mais à une intensité bien moins élevée et au-delà de ça, une amplitude bien moins élevée. Ouais. D'accord ? Donc en gros, vaudrait plus que tu mettes ton intention sur ton échauffement plutôt énergétique, physiologique et un peu moins d'intention sur tout ce qui est nerveux et ostéo-articulaire et tissu profond. Et encore que. Je vais dire. Je suis d'accord que encore que parce que surtout que en général les personnes qui font de l'énergétique ils font quasiment rien sur ostéo-articulaire, donc du coup tu peux vraiment développer pour le coup quelque chose avec très peu, d'accord. Et pour finir, si tu pars sur l'aspect salle, le système énergétique, physiologique
tu vas beaucoup moins le pousser en fonction de ton sport. Imaginons que tu fais une séance de préparation physique, tu vas moins le pousser, donc ton curseur, tu vas le mettre plus bas. Mais pour le coup, tout ce qui est système nerveux, tissu profond, tissu superficiel, bah là, il faut vraiment que tu boostes parce que c'est vraiment ce que tu vas utiliser. Et qui va te permettre d'optimiser la perte derrière. Voilà. Mais du coup, est-ce que tu n'es pas d'accord avec moi avec ces curseurs? alors, quand même. Bah, tu vois typiquement le. Et je vais faire 3 heures à 130 BPM. Mais Quel est l'intérêt de pousser mon système nerveux à bloc? Ok, tu veux l'intérêt? Vas-y. Bah, j'en ai trouvé un. Vas-y. Ok. Tu sais, c'est la même chose que quand on a dit aux sportifs d'endurance, ça sert à rien de faire de la force. À quoi ça sert de faire de la force chez des sportifs d'endurance? On l'a déjà dit dans un podcast. Oui, on l'a déjà dit plein de fois. C'est que tu augmentes le nombre, tu augmentes le nombre de fibres musculaires activées. Oui. Donc du coup, ben, pour un même mouvement, tu as plus de fibres activées, donc tu réduis la fatigue individuelle de ces fibres. Oui. Donc, eh ben, en fait, ça pourrait avoir le même effet. C'est qu'en stimulant le nerveux, eh ben, tu préactives plein de fibres musculaires, ce qui fait que quand tu pars sur ta course, eh ben, ce recrutement des fibres, il se fait tout de suite de façon plus… de la bonne des manières. Plus diffuse en fait. Et du coup, dès le début, il va répartir la contrainte sur plein de fibres et donc aussi sur plein de tissus conjonctifs. Donc ça veut dire que tes fibres, elles sont plus endurances. Donc ton système métabolique, eh ben, il est plus économe. Et donc, eh ben, ton système cardio-respiratoire, eh ben, il prend peut-être moins cher. En tout cas, je ne pense pas qu'il ne va pas prendre moins cher. Mais c'est que la phase difficile, elle va être reculée. Mec. Oui, je suis d'accord. Mais sur une séance à haute intensité, en mode… Mais même à basse intensité, du coup. Ça, je suis pas d'accord. Mais bah, c'est ça, je te parle par expérience, parce que moi, j'ai déjà testé. Alors, je te parle par expérience dans le sens où j'ai déjà essayé de faire des échauffements de, on va dire, entre 5 et 15 minutes d'un point de vue tissu profond, tissu superficiel et d'un point de vue nerveux, et derrière partir sur mon échauffement énergétique, parce que ça se vérifie, mais avec toutes les personnes que je coach, il y a 15 minutes où ton cœur il monte progressivement en température. Vraiment, il y a vraiment 15 minutes où tu vois, en gros, si tu pars sur une zone 2 avec une fréquence cardiaque stable pendant 3 heures, bah, les 15 premières minutes, elles vont augmenter et puis après, ça va se stabiliser par la suite. Et après, c'est un plateau. Voilà, et après, c'est un plateau. Et ça, selon moi, si tu t'échauffes pendant plus que 15-20 minutes, bah, ça te permet d'être directement, bam, à la phase où c'est le plateau, si tu veux partir sur quelque chose. Ou alors, si tu veux partir sur une haute intensité, ça t'évite qu'en gros, les 15 premières minutes de ta haute intensité, tu te dises… je me sens bien, puis au final à la 16e minute t'exploses parce qu'en fait ton cœur il était juste en train de s'échauffer, tu vois. Donc ça te permet d'optimiser la performance. Mais pour de la haute intensité, genre tu te tapes une montée tranquille, allez tu fais 400 de dénive en montant tranquille et tu te tapes de l'intensité dans la descente parce que du coup bah, c'est beaucoup plus musculaire, un peu moins énergétique et beaucoup plus nerveux. Ah là, il y a tout intérêt. Parce que t'actives, ça je suis d'accord. Mais regarde, t'actives 15 minutes, genre t'actives le nerveux, t'actives le tissu profond, je suis d'accord. Mais imaginons que tu actives à T0. Tu dois bien monter à tes 400 de dénive. Donc tu montes à, tu mets 30 minutes pour monter. Dans ces 30 minutes, est-ce que les 15 minutes que tu as passées à échauffer ton nerveux, elles n'ont pas servi à rien? Alors moi du coup j'ai une question, c'est que quand tu fais un effort de longue durée, on est d'accord que la tendance, c'est que, comment dire, le coût de l'effort, il va augmenter, il va atteindre un plateau. Ouais. Il va atteindre un plateau, mais il y a quand même un moment où ce coût, à partir d'une certaine durée, il va faire qu'augmenter. Ouais. Ok. Bah moi, ma question, c'est est-ce que le fait de faire ce recrutement, il permet pas que le moment où ça commence à monter, tu sois déjà prêt à recruter. Et ben en gros, il te permet pas de retarder. Parce que pour l'effet que je t'ai parlé tout à l'heure, c'est que du coup, dès le début, tu recrutes plus de fibres. Donc, tu répartis toute la fatigue sur 10 fibres au lieu de le répartir sur 5. Ça, je suis d'accord. Mais sauf que avec le principe de taille de Henman, là qu'on a déjà expliqué dans le podcast sur la force, et bah, en gros, tu pars sur de la basse intensité. Tu as beau activer genre 20 fibres, 15 fibres, 30 fibres, ton corps il est intelligent, il veut s'économiser. Donc toutes les fibres rapides et qui produisent beaucoup de puissance et qui sont peu endurantes, il va les recruter. Il va pas les recruter au départ, il va les recruter seulement si les autres sont fatigués. Quand la fatigue va s'accumuler. Voilà. Mais est-ce que le fait justement… Mais du coup, c'est là où c'est intéressant. Est-ce que du coup, ça permet de transitionner de manière plus intelligente? Bah, est-ce que ça permet de faire cette préparation de plus recruter de fibres au moment où tu vas partir
pour Ouais, ta mais- course que si tu ne l'avais pas fait. En fait, on sait pas. Oui, voilà. En fait, C'est clairement ça la conclusion. Allez, Non mais là c'est vraiment là le coup, je sais pas qu'est-ce que ça va rendre dans le podcast. Moi j'ai totalement oublié la cam, je suis vraiment en mode on recherche quelque chose. Mais on sait pas. en fait c'est que là il n'y a aucune réponse, c'est que des hypothèses qu'on est en train de former. C'est que toi tu as ton point de vue préparateur physique et moi j'ai mon point de vue pratiquant qui rentre en jeu, tu vois. Ok, mais du coup. En gros si tu veux, très simplement, si tu fais 6 heures de basse intensité, tu le ressens de toute façon qu'au bout d'un moment, tu as les jambes lourdes, donc automatiquement, ton corps prend le relais et tu vas utiliser des fibres de plus en plus fortes, mais de moins en moins endurantes. Ce qui te crée des courbatures malgré la faible intensité. Tu vois. Mais peut-être que si tu avais fait cette activation, peut-être, on ne sait pas. Ah, en mais fait, je suis 100% d'accord avec toi. au lieu que ça arrive à 3 heures, ce serait arrivé à 3h30. Ouais. En fait, on ne sait pas. Et c'est là où, du coup, ça met en lumière la théorie versus la pratique. C'est tout. Oui, et en oui. fait, il ne faut pas oublier que nous, ce qu'on te donne, en tout cas, en fait, ça met juste clairement en lumière que l'échauffement, c'est un truc d'optimisation de performance et que ça se trouve que sur le papier, ce que je dis, ça marche. Et ça se trouve que peut-être même ça marche sur Gianni, mais ça ne marche pas sur quelqu'un d'autre. Voilà. Et c'est possible que sur le papier, ce que tu dis, ça marche pas du tout aussi. Ouais, c'est pour ça. T'as un doute ou pas? Hein? T'as un doute ou t'es confiant? Non, je suis confiant. Ayez confiance en vous. En vrai, on est 8 milliards sur Terre. Pourquoi l'échauffement de Nathan fonctionnerait sur 8 milliards? Moi, je pense qu'il fonctionne sur 7 milliards minimum. Donc, achetez-le. Vas-y, rajoute. Pour en revenir à... Bon, j'ai fini là-dessus. Hein. Pour en revenir au côté prévention de blessures, moi, ce qu'on m'a dit, c'est ouais, mais le fait de m'échauffer, de m'étirer, de faire de l'automassage, bref, ce que tu veux dans ton échauffement, et ben, ça me permet de mieux bouger derrière. Je me sens moins raide, je me sens... Bref, et du coup, parce que je me sens moins raide, et ben, je préviens les blessures. Non, alors pour ça, moi, par contre, je suis vraiment pas d'accord. pour moi, ça ne change rien parce que conceptuellement, la blessure, c'est juste contrainte supérieure aux capacités. Donc, ça ne change absolument rien. Tu vas me dire dans ce cas-là, ouais, mais faire un sprint à froid, c'est dangereux. Bah, honnêtement, pour moi, c'est pas plus dangereux que de le faire échauffer. Par contre, là où il y a quand même un... J'avais peut-être dit ou peut-être que je ne l'ai pas dit, l'échauffement ne génère pas d'adaptation. C'est vrai, mais c'est faux dans le sens où il y a une adaptation à court terme. Et le fait de chauffer tes tissus, chauffer ton muscle, chauffer tes tendons, tu as quand même ce... En fait, c'est des tissus qu'on appelle visco-élastiques. Qu'on a la même chose en tête. Ils sont visco-élastiques, exactement. Et donc, quand ils sont chauffés, ils sont plus déformables. Ok, ça, c'est vrai, c'est physiologique, ça, c'est prouvé. En gros... Ok, mais est-ce que pour autant, est-ce que parce qu'il est plus déformable, il est plus résilient? Non. Il est plus fort. Donc pour moi, ça change rien. Que tu sois plus à l'aise pour faire ton mouvement, ça je l'entends. Et c'est un paramètre d'optimisation. Et d'ailleurs, dans ces 7 étapes d'échauffement que je te propose, eh ben, tu vas avoir ce côté-là aussi, où tu vas pouvoir faire chauffer tes tissus et même tes tissus profonds pour ces effets viscoélastiques dont on parle et pour que tu sois plus à l'aise pour faire par exemple ton squat. Okay, ça demande une grosse mobilité de hanche par exemple. Mais conceptuellement, ça ne change rien au fait que la blessure se passe comme je l'ai dit depuis le début et que je pense que l'échauffement n'a pas d'effet préventif, si ce n'est le maintien, comme tu l'as dit. Oui, et c'est... Putain, je viens de me rendre compte que j'ai pas fini mon truc sur le bocal avec l'eau. Mais en fait, si tu veux, ça c'est un concept que j'aime bien exposer et que ça va confirmer ce que tu dis. Que en gros, ton bocal, si tu dépasses son volume global d'eau qu'il peut accepter, d'eau ou ce que tu veux. Hein. à ce moment-là, c'est à ce moment-là où tu risques de te blesser, on va dire. Ouais. Parce que la capacité a dépassé les contraintes. Les contraintes ont dépassé les capacités. Ouais, si tu mets trop d'eau dans ton vase, il déborde. Ça déborde. Donc en concret, tu te blesses. Mais sauf que le volume d'eau que tu as dans ton vase au début de chaque entraînement n'est jamais le même. Ah voilà. Jamais le même. En gros, quand tu rentres dans un entraînement, quand tu rentres dans une série, quand tu rentres dans un intervalle, quand tu vas courir, quand tu vas faire du squat, peu importe ce que tu fais, de jour en jour, de série en série, d'entraînement en entraînement, ton bocal n'est jamais rempli de la même manière au départ de ton entraînement. Tout simplement, tu as mal dormi, ton bocal, il est plus rempli. Tu as très bien dormi,
et bah, tu as vidé ton vocal. On va dire il est beaucoup plus bas. Donc tu peux mettre beaucoup plus de contraintes que si tu as mal dormi. Tu es énervé, ton bocal il est rempli. T'es pas énervé, ton bocal il est assez vide. Exemple de la course à pied. Et ce bocal, et c'est pour ça que je dis de série en série et d'intervalle en intervalle, parce qu'au début de ta course à pied, les muscles de ta cheville, de tes genoux, de tes hanches, ils ont X dans le bocal, mais au fur et à mesure que tu cours, bah, ce bocal il se remplit parce que tu mets de la contrainte. Donc cette contrainte c'est de la fatigue, donc la fatigue c'est juste remplir le bocal et donc accepter de moins en moins de contraintes. Ouais. Et du coup, est-ce que cet échauffement te permet pas de, dès le départ, diminuer un peu le volume d'eau que tu as dans ce bocal? Moi, allez, s'il enlève un peu de volume, il enlève pour moi genre 1 millilitre, tu vois. Ok. Bon, après, si ton bocal il fait 5 millilitres, ça fait la diff. Mais voilà. en tout cas, en fait, c'est bien que tu parles de la fatigue. J'avais oublié, on m'en a parlé. On m'a dit, ouais, mais regarde, moi, quand je suis fatigué, j'ai plus de chances de me blesser. Je dis, oui, et alors, conceptuellement, ça revient au même. Ouais. C'est pas l'échauffement en fait qui va t'enlever la fatigue. Voilà, ça j'en suis C'est d'accord. pas l'échauffement qui va t'enlever la fatigue. Par contre, tu vas être plus exposé à la blessure. Bah oui, il y a de grandes chances parce que au lieu d'activer 10 fibres musculaires, tu n'en actives que 5. Ouais. Ou alors, tu en actives 10, mais elles cèdent plus rapidement parce qu'elles fatiguent plus vite. Okay, et donc, ce qui fait que au lieu de répartir la contrainte sur 10, tu répartis sur 5, pardon, et donc tes autres tissus prennent plus de contraintes et donc ils cèdent. Et donc la finalité c'est la même, tu as mis trop de contraintes sur ton tissu et donc il s'abîme. Je pense qu'il vaut mieux adapter toute la suite de ton entraînement plutôt que tout miser sur ton échauffement en te disant que tu peux faire ton entraînement de manière normale parce que tu t'es bien échauffé. La fatigue est toujours présente. Et voilà pourquoi on aime travailler au RIR et au RPE d'ailleurs. Voilà. Tu vois, c'est parce que ça te permet de prendre la fatigue en compte. En gros, de prendre ce volume d'eau que tu as dans le bocal au départ de ta séance. Fin du podcast. Non mais c'est vrai. Drop the mic. Je sais pas. Qu'est-ce que vous voulez... Amen. Amen, comme Casey dit. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise de plus? Moi, pour moi, j'ai tout dit. Ce programme, en tout cas que je sors sur l'échauffement, il nous a permis, ça nous a permis de débattre. Au final, on est d'accord, pas d'accord. Et en fait, on se rend compte que c'est pas binaire, c'est pas noir ou blanc, c'est un peu nuancé. C'est de la branlette intellectuelle. Non mais sérieux. Non mais c'est vrai. Mais on kiffe ça et vous aussi, c'est pour ça que vous écoutez le processus talk. Mais au final, l'optimisation, c'est de la branlette intellectuelle. La preuve des artistes. Des athlètes de haut niveau. Des athlètes de haut niveau font de la merde en échauffement et pour autant, ils sont champions olympiques, tu vois. Ah oui. Donc voilà. Et qui sait, si ça se trouve, tu lui mets un vrai échauffement, ce qu'on estime être un vrai échauffement, ça se trouve, il performe pas du tout, comme ça se trouve, il pète tous ses PR. Un vrai échauffement, une vraie préparation aussi. En fait, moi je trouve, tu vois, on va continuer, mais je pense que l'échauffement, il reflète ta séance en fait. Tu vois, ce que je me dis, c'est que si la personne s'échauffe mal, pourquoi ça devrait être un expert du squat, genre? Non mais tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que parce que en gros l'échauffement c'est un peu la base. C'est tout à 50%. C'est tout ce que tu peux faire. Un squat à 100 kg, c'est ton 100 kg, c'est ton RM. Un air squat, c'est ton échauffement. C'est une surcharge progressive. Ah ouais, voilà. C'est une surcharge progressive. Tu vois ce que je veux dire? Sur 10 minutes. En gros, je pense que ton échauffement, il reflète ta capacité à t'entraîner. Ouais. Oh, attends, il y a un truc super intéressant aussi qu'on m'a dit. C'est qu'en fait, dans le fond... T'es pas chaud au drop de mic? en fait, dans le fond, on n'a pas besoin de s'échauffer. Je t'explique. C'est qu'aujourd'hui, si tu as besoin de monter en température, d'exposer ton système musculaire, ton système nerveux pour mieux performer derrière, c'est aussi parce que dans notre vie, mec, il n'y a plus de stimulation, on ne bouge plus. Ouais, la preuve, on est assis là. De fou. On est assis en train de faire ce podcast. Debout. Prochain podcast debout. De toute façon, on n'a pas les chaises aujourd'hui. On a mis les chaises. Mais c'est que du coup, en fait, tu as besoin de t'échauffer aujourd'hui parce qu'il n'y a plus de stimulation comme il y avait avant. Avant, tu avais un lion qui sortait derrière un... T'inquiète pas que ton nerveux, il était à bout. Là, direct, tu partais. Et même là, si dans 2 minutes, il y a un mec qui sort avec un fusil, je peux dire que je vais taper le meilleur sprint de ma vie. Usain Bolt, il pourra retourner s'asseoir, tu vois. Moi, je pense que je gagne le sprint entre nous deux. Ah, le sprint, peut-être pas. Mais, bien test. Non. Quelqu'un a un fusil? Non, mais voilà, en tout cas, je pense qu'on peut terminer là-dessus.
programme échauffement qui sort bientôt ou qui est sorti. Check mon Instagram et puis après nos réseaux de manière générale pour te tenir informé. Et voilà. Et partagez ce podcast, mettez un 5 étoiles, faites-nous vos retours et n'hésitez pas à nous conseiller des sujets, à nous… Si vous avez des envies en fait, voilà, de des choses qu'on envies. traite. Ça sera avec grand plaisir qu'on fera un podcast dessus, honnêtement. Ou même si tu veux, tu nous suggères le sujet, on t'invite et tu es avec nous dans le podcast. Vas-y, let's go. À bientôt. Ciao